Parmi les 34 champions du monde de Formule 1, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a les incontestés, les Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Sebastian Vettel ou Ayrton Senna. Il y a ceux qui nous viennent facilement en tête, comme des Lauda, les Piquet ou les Clark, et il y a ceux dont on doute de leur légitimité. Phil Hill, Denny Hulme, Jody Scheckter peut-être et certainement Damon Hill. Pourtant, l'anglais était loin d'être déméritant. La carrière de Damon Hill fut loin d'être conventionnelle et il s'est heurté très vite à des équipiers monstrueux. Alain Prost, Ayrton Senna, Nigel Mansell ou Jacques Villeneuve, de sacrées références auxquelles a dû faire face le Britannique. Un passage très court en Formule 1, mais avec beaucoup de succès, 22 victoires et un titre de champion du monde. Un pilote très souvent sous-coté, mais ne cramons pas les étapes et revenons au début de l'histoire. Damon Graham Devereux Hill est né le 17 septembre 1960 à Londres. Il est le fils de Betty et Graham Hill, l'un des meilleurs pilotes de sa génération. Alors, dès son plus jeune âge, Damon baigne dans le milieu de la course automobile et est entouré de Formule 1 et de ses pilotes, aux côtés de Bruce, Sterling, Tony, Joe ou Taffy et plus tard Jim Clark ou Jackie Stewart. Une enfance non conventionnelle pour le jeune anglais qui suit son père sur les circuits du monde. And to interview Jackie Stewart, we've invited from hospital his friend and great rival, Graham Hill. What particular advantage has this car got over, say, the car I was driving? Well, it's faster, Graham. Graham, c'est une star et je ne peux que vous conseiller la vidéo de Formule Blabla à son sujet pour bien cerner le personnage. Pilote rapide et éternel rival et ami de Jim Clark et Jackie Stewart. Champion du monde 62 avec BRM, puis 68 avec Lotus. Vainqueur de 14 Grands Prix, dont 5 fois celui de Monaco. À l'époque, le recordman en principauté. Ce pilote charismatique aux airs d'acteur de cinéma a également brillé hors de la Formule 1, notamment aux 500 miles d'Indianapolis qu'il remportera en 66 ou aux 24 heures du Mans qu'il gagnera en 72 avec Matra et Henri Pescarolo, le seul pilote détenteur de la triple couronne. Malheureusement, en 69, sa carrière en a pris un coup lorsqu'un grave accident l'éloigne des circuits. Et avec l'âge, Graham n'est plus en première ligne en Formule 1, mais il persiste. En 73, il pilote pour sa propre structure, Embassy Hill, mais les résultats ne sont plus là. Plus d'entrée dans les points et l'image du champion de la décennie précédente est bien écornée. Mais qu'importe, Graham fait ce qui lui plaît. Il pilote et se fait plaisir. Mais en 75, au Grand Prix de Monaco avec son propre châssis, Graham échoue en qualification. C'en est trop pour l'anglais qui raccroche le casque après 175 Grands Prix de Formule 1. Désormais simple patron d'équipe, il laisse la main au jeune Tony Bryce. Mais le 29 novembre 1975, en revenant du Castellet aux commandes de son avion, il commet une erreur de navigation dans le brouillard et s'écrase. Graham Hill est mort. Alors, la vie de Damon change drastiquement. Orphelin de son père, lui et sa mère Betty changent de train de vie. En fait, à bord avec Graham se trouvaient Tony Bryce et 4 autres personnes, et les familles des victimes accusent le double champion du monde de ne pas avoir respecté les consignes de vol. Les assurances refusent de payer et vu que la justice est bien faite, c'est Betty, la femme de Graham, qui doit payer les familles des victimes. Fini la luxueuse maison de campagne et fini la prestigieuse école de Damon et ses sœurs. Dès lors, le fils Hill doit travailler dur et si dans un premier temps, la musique et notamment la guitare sont ses premières vocations, le décès de son père ne l'a pas dégoûté de la course automobile. Ou devrais-je dire, du sport mécanique. Rares sont les pilotes de Formule 1 à ne pas avoir débuté par le kart, et encore plus rares sont les pilotes de Formule 1 à avoir débuté par la moto. Bien sûr, quand on associe moto et Formule 1, l'un des premiers noms qui nous vient en tête, c'est John Surtees, contemporain de Graham, et champion du monde 64 après de nombreux titres en 2 roues. 4 fois champion du monde 500 en 54, 58, 59 et 60, plus 3 autres titres en 350 de 58 à 60. Une référence. Pour subvenir à ses besoins et payer ses études, Damon devient coursier puis ouvrier en boîte de nuit et il investit toute sa fortune dans une Yamaha TZ 350 pour débuter sa carrière en 1981, inspirée par Barry Sheene.
Pour son casque, il reprend simplement le design de Graham avec les 8 bâtonnets sur fond bleu foncé, les couleurs et les motifs du club d'aviron où évoluait son père dans les années 50. Pour se rendre aux courses, c'est de la débrouille, moto dans la remorque, camping en plein milieu d'un champ et allons-y gaiement. Puis le truc, c'est que Damon a un patronyme connu et ça intrigue. Damon, your famous father, Graham Hill, of course, was a world champion on 4 wheels. Why are you racing on 2? Well, I've been riding bikes since I was 11 and I just really enjoy riding bikes. Much more exciting than cars, I think, anyway. Sa carrière à moto est plutôt bonne malgré de timides débuts car il remporte dès sa première année la Yamaha Pro-Am Series. C'est d'ailleurs dans ces années-là qu'il rencontre une certaine Suzanne George, dit Georgie, une styliste qui deviendra sa femme. Malgré les bons résultats, voire de très bons résultats, Damon se fait un prénom, mais son avenir dans le milieu est flou. Il faut du financement et ses revenus ne peuvent l'assumer. De plus, sa mère est inquiète à l'idée de le voir sur 2 roues et le convainc d'essayer la voiture. Damon cède et en 1983, il fait la transition vers la monoplace. Inscrit à la filière Elf, le fils de Graham impressionne, mais frustre ses instructeurs. Très doué, il ne déborde pas de motivation. Et oui, sa passion c'est la moto et il fait ça en quelque sorte pour sa mère. Mais il est très bon et très doué. Mais bon, le truc c'est que le problème est similaire à la moto, la Formule Ford c'est pas gratuit, ça coûte cher. Alors, Damon fait un boulot que tout pilote déteste, trouver des sponsors. Évidemment, il est tout seul et parvient à réunir un petit peu d'argent. Lui et sa mère s'endettent, mais ce n'est pas assez. Ça semble très mal engagé et pourtant, un surprenant bienfaiteur va donner une opportunité à Damon. Un certain George Harrison, un ancien des Beatles, passionné par le sport mécanique et sensible à l'histoire de ce fils du double champion du monde, jadis privilégié, reparti de zéro. La route est encore longue, mais il a une opportunité inouïe. En 1984, il fait quelques apparitions en Formule Ford, mais c'est en 85 qu'il se lance à plein temps dans cette catégorie. Âgé de 25 ans, Damon est un petit peu plus vieux que ses adversaires, mais il va montrer de très bonnes choses. Avec sa Van Diemen, Damon remporte 6 courses et achève le championnat à la 3e place, sans oublier également une 3e position au Formula Ford Festival de Brands Hatch. Pour 1986, il compte passer en F3 britannique dans l'écurie champion en titre, le West Surrey Racing. Mais il perd son sponsor. Puis le deal capote quand celui qui doit être son équipier Bertrand Faby se tue. Un nouveau décès. Dans ses jeunes années, Damon a souvent été confronté à de funestes histoires. Reprenons cette photo. Van Trips s'est tué en 61, Bruce McLaren est mort en essai en 70, Joe Bonnier s'est tué au Mans en 72, en 71, sous ses yeux, Joe Seifert s'est tué à Brands Hatch. Et Damon se rappelle encore du choc qu'était la disparition de Jim Clark en 68. Son entourage a essayé de le protéger comme il pouvait, en lui fermant les yeux ou en l'éloignant de la télévision, mais bon, les enfants ne sont pas stupides. Damon comprenait bien ce qu'il se passait, et il n'avait pas mis longtemps pour interpréter le Flash Info le soir du 29 novembre 1975. Quand on annonçait l'accident d'un petit avion près d'Elstree. La mort a suivi Damon et elle frappe de nouveau en 1986. Pourtant, il ne compte pas s'arrêter là, qu'importe les risques. Thank you for bringing this in. What's it like to be following in your father's footsteps, someone as illustrious as he was? Well, I'm very conscious that most of the people around me at motor racing events knew my father, and it's nice getting the response back. They say they used to enjoy watching my dad. So that's nice. Are you not at all put off by the danger of the sport? No, it's a risk that you take into account before you get in the car. It's no good worrying about it when you're racing. You put that out of your mind. Lâché par son sponsor et sans volant, Damon emprunte 100 000 livres à la banque et paye sa place en F3 britannique chez le Murray Taylor Racing. Pas la meilleure équipe, mais Damon fait de son mieux et inscrit un total de 15 points, avec notamment un podium à Snetterton en fin de saison. Pour 87, il s'en va chez Cellnet Racing et obtient à Zandvoort sa première victoire. Puis il enchaîne une série de podiums en fin de saison avec un 2e succès à Spa-Francorchamps. Il termine 5e du championnat. Rappelle qu'il n'est pas dans la meilleure équipe, et pourtant Damon se débrouille bien et montre qu'il est doué. Bien sûr, il n'échappe pas à la comparaison avec son père, mais Damon n'est pas Graham et continue de tracer sa route en 88. À nouveau 2 victoires entre Struxton et Silverstone pour finir sur le podium du championnat derrière JJ Lehto champion et Gary Brabham 2e, puis devant Martin Donnelly et Eddie Irvine. Enfin, pour clore son histoire avec la F3, Damon Hill termine 2e du Grand Prix de Macao derrière Enrico Bertaggia. Et vous savez quoi? Damon est encore en galère de thunes et 1989 va être particulier.
Pas assez de finances pour grimper en tant que titulaire en F3000 international, alors il fait quelques apparitions par-ci par-là. Il dispute une manche de BTCC à Donington avec une Ford Sierra, mais également les 24 heures du Mans avec une Porsche 962C privée de Richard Lloyd avec Steven Hanscor et David Hobbs, mais malheureusement il abandonne le dimanche. Et puis, une opportunité s'offre à lui quand Footwork l'invite à un test en F3000. Opposé à un certain Perry McCarthy, Damon gagne son duel avec notamment l'avantage de son patronyme. Direction de la F3000 internationale, mais malheureusement, son châssis Mooncraft n'est pas bon et Damon est complètement anonyme. Mais il se bat, comme toujours, et se fait remarquer. L'avantage, c'est que tout le monde sait que sa Mooncraft est nulle, alors finir 14e, 16e ou 15e, c'est notable. Bilan, Damon se va proposer un volant chez Middlebridge Racing qui engage des Lola Mugen Honda, bien plus performantes. Mais ce n'est pas encore le tout meilleur. L'écurie manque de finances, mais Damon se montre. 3 fois poleman, il mène 5 courses sans parvenir à concrétiser. La faute à la mécanique. Au final, il n'entre qu'une seule fois dans les points avec une belle 2e place à Brands Hatch qui sauve un petit peu l'honneur. Mais là encore, sa ténacité va être remarquée et en 1991, Eddie Jordan lui offre un contrat. Malheureusement, ça coince encore un petit peu en F3000, même s'il entre plus régulièrement dans les points. De nouveau sur le podium en fin de saison avec une 3e place à Nogaro, la victoire se refuse toujours à lui, et il achève sa saison à la 7e position. Meilleur pilote Jordan. Mais ce qui fait sa force, c'est son caractère et sa hargne qui lui ouvre les portes de la Formule 1, et pas dans n'importe quelle équipe puisque c'est Williams-Renault. Y a pire quand même. Depuis 1989, l'écurie de Didcot roule avec des moteurs Renault et aspire à retrouver les sommets. 2 victoires en 89 et en 90, l'écurie de Frank se renforce et les moteurs de Losange sont prometteurs. À la technique, en compagnie de Patrick Head, on retrouve des Adrian Newey ou Paddy Lowe, et ces derniers vont considérablement faire progresser l'auto. Côté pilote, Nigel Mansell revient au Bercail en 91 et retrouve Riccardo Patrese à ses côtés. Damon rejoint donc l'écurie de Frank et va enchaîner les tours en essai privé durant l'année 91. Et il impressionne, son travail est apprécié et lui vaut les compliments de Nigel et Riccardo et surtout de Patrick Head. Et c'est toujours mieux d'avoir Patrick Head dans sa poche. Pourtant, pas de signe de titularisation en vue pour 92, et le temps passe, et ouais, 31 ans déjà. Alors, Damon continue de tester dans l'ombre la Williams-Renault et continue de ravir l'équipe technique par ses performances et ses retours techniques. Mais rapidement, dans cette saison 92, une opportunité se présente à lui. En effet, il se trouve que Brabham est en sérieuse difficulté financière. Pour le dire simplement, cette écurie, jadis une référence dans le monde de la Formule 1, vit ses dernières heures. Mais à ce moment-là, les propriétaires de Brabham se nomment Middlebridge. Tiens. Bon, pour être honnête, on ne voit pas comment Brabham pourra achever la saison en Formule 1, mais John McDonald, le boss de Middlebridge, décide de remplacer Giovanna Amati par son ancien pilote de F3000, Damon Hill. Il va donc faire ses débuts en Formule 1 et va pouvoir démontrer sa pointe de vitesse. Et ouais, la Brabham est une mauvaise voiture et son premier week-end de Grand Prix s'achève le samedi après-midi. 30e et dernier des qualifications. Hill est éliminé. Rebelote à Imola. Damon est éliminé, mais il devance son équipier Eric Van de Poel. Même chose à Monaco, et au Canada, et en France. Mais à Silverstone, devant son public, Damon obtient sa première qualification en Formule 1. 26e et dernier, mais le dimanche, il dispute son premier Grand Prix. Et vous savez quoi? Il va au bout. Naviguant dans les dernières places face à des De Cesaris ou Martini, Damon rallie l'arrivée en 16e et dernière position, à 4 tours de ses équipiers de chez Williams, Mansell et Patrese. Mais Damon a déjà une bonne popularité et les fans l'encensent. À Hockenheim, retour à la normale avec une nouvelle élimination en qualification, mais à Budapest, c'est mieux et l'Anglais prend la 25e position en qualification. Ce week-end-là, il est l'unique pilote de Brabham qui dispute le 394e et dernier Grand Prix de son histoire. Encore une fois, il rallie l'arrivée, 11e et dernier. Les sponsors de Brabham ne paient plus et l'aventure s'arrête. Damon y a disputé timidement ses 2 premiers Grands Prix et retrouve ses activités de pilote essayeur chez Williams, avec l'espoir de retrouver un volant titulaire. Et de l'espoir, il y en a. Alain Prost va faire son retour en Formule 1 dans l'écurie de Didcot qui ne devrait pas conserver Nigel Mansell, trop demandeur envers Frank. Damon est logiquement un candidat au second baquet Williams, même s'il reste encore Riccardo Patrese.
Mais Hill a un avantage, il a les faveurs de Patrick Head. Moins de Frank Williams, mais il n'est pas opposé à cette idée. La saison 92 s'achève et on n'est toujours pas fixé pour Damon Hill. En face, Martin Brundle et Mika Hakkinen sont prospectés par Williams et pourtant, durant l'hiver, un vendredi soir, Hill reçoit un appel de Frank. Il est titularisé pour 93 aux côtés d'Alain Prost. À 32 ans, Damon Hill va disputer sa première saison complète en Formule 1 après une ascension très atypique. Pour être honnête, peu de gens croient en Damon Hill en 93. Beaucoup pensent qu'il est là uniquement grâce à son patronyme, et il faut dire que son passage en F3000 n'est pas là pour rassurer le grand public. Pas non plus le caractère le plus affirmé du paddock, et face à Prost, le fils Hill fait pâle figure. Et pourtant, Damon va vite se montrer. Pour sa première année en tant que titulaire chez Williams, Hill court avec le numéro 0. Nigel, le champion en titre étant absent, pas de numéro 1 sur la grille. Il est seulement le deuxième pilote de l'histoire à courir avec ce numéro après Jody Scheckter dans les années 70. Bref, la saison débute à Kyalami et il faut dire que c'est à oublier. 4ème sur la grille, c'est pas mal, mais Damon se rate dès les premiers mètres de course en partant en tête à queue et il termine sa première en s'accrochant avec Zanardi. Pas l'entame de saison idéale, mais dès le Brésil, Damon se positionne en potentiel vainqueur tandis que Prost prend l'eau. Mais face à un Senna survolté à domicile et plus expérimenté, notamment dans la chauffe des gommes, Damon ne peut contrer les assauts du poliste et s'incline. Encore un petit peu vert, mais il est sur la boîte. Par la suite, Damon confirme. À Donington, Senna est dans une ligue à part quand Williams se trompe sur la stratégie. Trop d'arrêts pour l'écurie de Didcot, mais le bilan de Hill est meilleur que celui de Prost, en difficulté avec son embrayage. C'est une nouvelle deuxième place pour Damon et certains revoient déjà leur jugement. L'entame de saison du Français est difficile et joue en la faveur de l'Anglais. À Saint-Marin, il est encore en première ligne et joue un nouveau podium avant de sortir de la route. En Espagne, les Williams-Renault sont au-dessus du lot et Damon résiste à Alain avant de, là encore, renoncer. Et enfin, à Monaco, Alain anticipe le départ et laisse filer la victoire. Puis c'est Schumacher qui renonce alors qu'il était en tête. De fil en aiguille, Damon récupère la deuxième place après une course sérieuse et accompagne Ayrton Senna sur la boîte. Ce jour-là, le Brésilien prend le record de victoire en principauté à Graham et l'image est donc symbolique. Ayrton s'excusera auprès du fils, mais ce dernier lui répond avec classe. S'il avait été là, il aurait été le premier à te féliciter. Il aurait été fier que son record soit battu par un champion de ton calibre. Classe. Par sa présence au devant de la grille et avec la meilleure voiture du paddock, on apprend à connaître Damon. Si Frank avait quelques doutes sur son ancien essayeur, il est maintenant un petit peu rassuré et le public apprécie ce pilote moins clivant que les superstars Prost, Senna ou Schumacher, mais semble-t-il très talentueux et tenant bien la comparaison avec Alain. À l'heure des premiers bilans, le cas Hill est convaincant. Damon le dit, Alain était plus fort et plus expérimenté. Il savait comment régler une voiture et gagner, et ne manque pas de rappeler que le Français était très rapide. Mais ce dernier peinait avec l'électronique et particulièrement la suspension active de la Williams, chose que Damon maîtrisait mieux avec ses 2 années en tant qu'essayeur. Il maîtrise mieux tous ses systèmes et tous ses équipiers le diront par la suite. Damon Hill était vraiment rapide. En cette saison 1993, s'il manque encore d'expérience, sa première victoire ne devrait pas tarder, même s'il va quand même galérer avant d'y arriver. Au Canada, Damon prend la tête dès le départ, mais doit s'incliner face à Prost avant qu'un arrêt à rallonge ne lui fasse perdre la deuxième place. En France, il prend la pole position, mais perd les commandes durant les arrêts au stand. Dans l'aileron de son équipier, il ne tente pas de manœuvre et on suspecte alors des consignes d'équipe. Mais l'intéressé démentira lui-même. Silverstone, quel meilleur endroit pour rejoindre le cercle des vainqueurs de Grand Prix. Puis, dans sa carrière, il manque un succès à domicile pour Graham. L'histoire serait donc très belle et encore une fois, Damon prend la tête au départ et va mener la course. Plus que jamais, il semble avoir franchi un cap dans son approche et il se dirige vers une victoire historique, mais au 42e tour. En Allemagne alors, il mène encore une fois le Grand Prix, mais une crevaison éteint ses espoirs à seulement 2 tours de l'arrivée. C'est dur, mais sa patience sera récompensée. À Budapest, il hérite de la pole position quand son équipier cale au lancement du tour de formation. Débarrassé du Français, Damon mène tout le Grand Prix et remporte sa première victoire en Formule 1. Il devient le premier fils de champion du monde à remporter un Grand Prix.
Well, the difficult bit, it was not going fast, it was trying to maintain a pace at which you were comfortable that you weren't going to make a mistake. And it's very, very difficult to judge that pace. It's an extremely slippery circuit, there's a lot of rubber. You have to pass cars, well, a lot of the time I had to pass cars down the pit straight, and they obliged me to go on the dirty track, and that meant that the tyres were picking up rubber and growing a bit. But I mean, other than that, everything was fantastic. The pit stops worked perfectly, and I had a lot more luck than I've had in the last few races, which is important. En interne, Prost se dirige vers son 4e titre mondial et devrait se retirer en fin de saison. L'un dans l'autre, combiné à sa prise d'expérience, Damon a plus de place et va confirmer en Belgique. En embuscade, il récupère la tête après un arrêt à rallonge de Prost au prix de beaucoup d'attaques. Sa première course référence. Puis en Italie, alors qu'Alain peut devenir champion du monde pour la 4e fois, son moteur Renault explose en fin de Grand Prix. En embuscade, encore, Damon remporte sa 3e victoire en autant de Grand Prix. Une première dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1 qui ne sera égalée que par Mika Häkkinen entre 97 et 98. De plus, avec cette victoire à Monza, il prend la 2e place au championnat du monde. Sa série de victoires s'arrête au Portugal malgré une pole position. Puis dans la tournée aux antipodes, au Japon, il termine pour la première fois un Grand Prix cette saison hors du podium. 4e derrière Senna, Prost et Häkkinen. Dans la foulée, Damon Hill se voit confirmé par Williams pour la saison 94 et sera associé à Ayrton Senna. Après Prost, c'est encore un très gros morceau. La première saison complète de Damon Hill s'achève en Australie derrière son actuel et futur coéquipier. Par sa victoire, Ayrton subtilise la 2e place au championnat pilote à Damon. Mais ça reste une très bonne saison. Bien sûr, il y a encore des doutes à son égard. Rapide, certes, mais peut-être trop tendre. Sera-t-il capable de résister à Ayrton Senna? Le Brésilien captive toute l'attention médiatique et cela agace Damon. Lui aussi veut se montrer. Pour cette saison 94, les aides au pilotage sont désormais bannies et les ravitaillements en carburant de nouveau autorisés. Cela change la donne et la Williams FW16 se montre plutôt capricieuse. Un caractère un petit peu de diva qui piège Senna à Interlagos. Dans cette entame de saison, Schumacher l'emporte et Damon prend la 2e place. À Aida, 2e manche de l'année, Senna abandonne dès le départ et Hill se dirige vers un nouveau podium. Mais à la mi-course, sa transmission le lâche et c'est l'abandon. 1993 semble déjà loin. Alors bon, la Williams ça reste quand même une très bonne voiture. Elle est juste plus dominante comme 92 et 93. Et puis surtout, il y a la Benetton de Schumacher qui est véloce. Trop véloce. En arrivant à Imola, Damon Hill est 3e du championnat, à égalité avec Gerhard Berger. Senna n'a marqué aucun point et l'arrivée en Europe doit voir l'écurie de Didcot réagir. La FW16 évolue avec des nouvelles suspensions et un nouvel aileron avant. Mais le sportif passe au second plan dès le vendredi. Gros crash de Rubens Barrichello qui s'en sort miraculeusement. Le samedi après-midi, Roland Ratzenberger a moins de chance et se tue dans la courbe Villeneuve. Un choc pour la Formule 1 qui fait face à son premier décès depuis Elio De Angelis en 86. Tout le monde est sous le choc, mais la compétition continue. Le dimanche, dans une ambiance étouffante, Damon prend le départ depuis la 4e place. Nouvel accident à l'extinction des feux et procédure de safety car. À la relance, Senna mène devant Schumacher, mais au 7e tour, un monde s'effondre. Rares ont été les fois où le sportif n'avait eu aussi peu d'importance. Sur la grille, pendant que Senna était aux mains des médecins, les visages étaient marqués. Tout le monde se demandait ce qu'il faisait là. Pourtant, malgré la gravité de la situation, la course allait repartir et naturellement, Damon était inquiet. Est-ce sûr de repartir avec une voiture similaire à celle qui s'est crashée quelques centaines de mètres devant? Hill est un petit peu réticent, mais dès lors que son équipe lui affirme que tout est ok, l'Anglais s'exécute et remonte dans sa voiture. La course n'importe peu et Hill achève ce pénible Grand Prix à la 6e position. Quatre jours après le Grand Prix de Saint-Marin, Ayrton Senna est inhumé à Sao Paulo devant des milliers de personnes. Au plus proche du Brésilien, certains de ses collègues, dont son équipier Damon Hill. Dans ce voyage imprévu au Brésil, Damon reçoit beaucoup de soutien de supporters qui lui confient qu'ils veulent voir Williams briller.
Avec la disparition d'Ayrton Senna, Damon devient aussitôt le leader de l'écurie. Une lourde tâche et encore, beaucoup doutent de lui, et parmi eux, Frank Williams lui-même. Ce sera difficile pour Damon, et il faut dire que son accrochage au départ du Grand Prix de Monaco n'aide pas. À ce moment-là, le Britannique est 3e du championnat avec seulement 7 points. Et en tête, et vainqueur des 4 premiers Grands Prix, Schumacher porte son score à 40. Comment être optimiste? Mais 1994 est une année étrange, et dès la course suivante en Espagne, alors que Hill est rejoint par l'essayeur de l'écurie David Coulthard, Williams renverse la situation. Schumacher est victime d'un souci de boîte de vitesse, et le Britannique offre à son équipe sa première victoire de la saison. Un succès qui fait beaucoup de bien à Williams, et qui émeut aux larmes Adrian Newey. Mais il faudra bien plus qu'une victoire pour remonter sur Benetton et Schumacher. Au Canada, l'Allemand reprend l'avantage et l'Anglais le suit. En France, Hill peut compter sur le soutien de Mansell revenu le temps d'un Grand Prix, alors que l'évolution de la FW16 ne devrait pas trop tarder. Mais encore une fois, c'est Schumacher qui s'impose avec Hill 2e. 37 points d'écart. Un gouffre. Mais Damon s'applique et le vent tourne à Silverstone. Au lancement du tour de formation, Schumacher dépasse le pilote Williams en pole position avant de lui rendre la place quelques virages plus loin. Un geste inutile qui lui vaut un stop and go, que l'Allemand ne sert pas car Benetton lui a dit trop tard. Donc Schumacher reçoit un drapeau noir et entre au stand servir son stop and go. Il sera finalement disqualifié après l'épreuve. Ce week-end-là, Damon a subi beaucoup de pression, a laissé transparaître son agacement. Et ouais, tout cet acharnement contre lui commence à peser. Frank Williams doute de Damon et une rumeur de remplacement en fin de saison se fait entendre. Dur de ne pas être reconnu à sa juste valeur, et il réagit de la meilleure des manières, en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Enfin, un Hill s'impose à la maison. S'il divise sur ses capacités, ce jour-là, le public anglais s'est trouvé un nouveau héros. I feel absolutely superb. I think this is the best day of my life. I just can't, it's like a dream. I want to thank everyone at Williams who have gone through misery this year, and it's been a very tough year. I want to thank everyone at Williams for getting behind me and making this possible, because without them and Renault and our sponsors, it just wouldn't have been possible. And also to everyone that came today and everyone that supported me over the weekend, and especially Georgie and the family, and it's just the best day of my life. Puis surtout, sportivement, c'est un 10-0 face à Schumacher. Comme dirait l'autre, alors peut-être. Bon, l'ambiance est tout autre à Hockenheim, au pays de son rival, mais c'est un statu quo au terme d'une course très agitée qui voit 11 voitures abandonnées dans le premier tour, une Benetton prendre feu dans les stands, Schumacher abandonné sur casse-moteur et Ferrari s'imposer pour la première fois depuis 1990 et ce, devant De Ligier, De Panis et Bernard. Il n'est que 8e. Ce Grand Prix mérite une vidéo. Il y aura une vidéo de ce Grand Prix, mais pas maintenant. Plus tard. 27 points d'écart au championnat. Puis 31 après le Grand Prix de Hongrie et la victoire de Schumacher devant le Britannique. Mais à Spa, la donne change. Dans un premier temps, c'est victoire Schumacher, mais la Benetton est disqualifiée après les vérifications techniques. Planche trop usée. S'ajoute à ça les polémiques autour de l'anti-patinage, du ravitailleur et du drapeau noir ignoré à Silverstone. Pour ce dernier chef d'accusation, Schumacher écope d'une suspension de 2 Grands Prix. Une aubaine pour Hill qui récupère donc la victoire à Spa et aura 2 Grands Prix pour revenir dans le match. Chez Williams, on commence à y croire. Se sachant dans une position de choix, Damon en profite pour appeler son équipe à mieux le considérer. Intervenir dans la gestion de l'écurie, c'est une chose qui énerve au plus haut point Frank et Patrick, mais quand Damon les menace d'aller voir la presse, ils finissent par accepter. S'il n'a pas l'aura de son père, le fils Hill a du caractère. En voici la preuve, sachant qu'il ne s'est jamais fait marcher dessus par quiconque. Pas si tendre que ça le démon. Ainsi, il récupère les ingénieurs qu'avaient Mansell, Prost et Senna, sans oublier que la FW16B est en service depuis l'Allemagne. En Italie, Ferrari est victime de problèmes mécaniques et laisse échapper la victoire. Il s'impose et revient à 11 points de Schumacher. Toujours immobilisé, l'Allemand ne peut que constater les dégâts que lui inflige son rival au Portugal. Ce jour-là, Damon s'impose avec l'aide de son équipier David Coulthard qui s'est progressivement mis dans le match et pouvait, ce jour-là, s'imposer s'il n'y avait pas eu de consigne d'équipe. Plus qu'un point d'écart alors qu'il reste 3 Grands Prix, Jerez, Suzuka et Adelaide. Un sprint final entre Michael Schumacher et Damon Hill, entre Benetton et Williams. Ce sera tendu. À Estoril, Damon s'est également vu prolonger pour 95 et cela lui permet d'être plus serein. Mais à Jerez, Schumacher remet les pendules à l'heure et s'impose devant Hill. L'écart grimpe à 5 points. Cette victoire allemande fait mal aux Britanniques et relance à elle seule les débats.
La tension est immense entre les deux prétendants au titre. Le clan Schumacher n'a pas manqué de critiquer le Britannique, revenu dans le match sans concurrence. Les jeux psychologiques, c'est aussi un atout des grands champions, et c'est une chose dont il n'a jamais été capable. C'en est une limite à ce niveau, mais ça force le respect. Face à ces attaques qu'il juge puériles, vous savez comment réagit l'Anglais ? En tendant la main à son adversaire. Et Michael, en grand compétiteur, la serre. Damon est loyal, et Damon est talentueux, mais Damon est certainement trop gentil. Puis vient le Grand Prix du Japon. On peut parfois apercevoir un changement profond chez un pilote. Un changement où on se dit « Tiens, il mérite son championnat ». Pour Damon Hill, ça se passe à Suzuka. Sous les 30 d'eau et une course marquée par une interruption, le pilote Williams ne flanche pas. Dans cette course qu'aurait pu voir l'Allemand prendre sa première couronne mondiale, Damon Hill donne une leçon à son rival. Sur un circuit aussi exigeant que Suzuka et dans des conditions aussi précaires, le fils de Graham se fait définitivement un prénom. Il se surpasse et se transcende pour repousser l'échéance à Adélaïde. En grand seigneur, il encense même son adversaire en rappelant à quel point il est dur à battre. Dans son autobiographie, Damon revient sur un moment particulier en fin de Grand Prix. Dans le dernier tour, à bout de force, il appelait Ayrton Senna et s'est senti possédé, comme spectateur de ses mouvements. Une expérience brève et un sentiment bizarre qu'il taira pendant plus de 20 ans. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux hommes en arrivant en Australie. Oh, qu'elle a fait couler de l'encre cette finale, l'une des plus polémiques de l'histoire de la Formule 1. Les deux prétendants sont nerveux et c'est Mansell qui prend la pole position. Mais le dimanche, au départ, le moustachu laisse filer les deux rivaux. Sur ce circuit urbain, Schumacher impose le rythme et il résiste. Il n'est qu'à 2 secondes de la Benetton. Puis au 36e tour, Schumacher sort de la piste et tape le mur de béton. Par chance, sa voiture résiste et en rejoignant la piste, Damon est là, étant à l'extérieur puis à l'intérieur. Schumacher referme et l'accident se produit. L'Allemand achève sa course dans le mur de pneus quand Damon poursuit sa route. Oui, mais la Williams n'est pas intacte, sa suspension est endommagée. Il regagne les stands et ses mécaniciens constatent les dégâts. Le verdict est sans appel, il n'y a rien à faire. C'est fini. Les deux protagonistes abandonnent et Michael Schumacher devient donc champion du monde. La déception est immense du côté du Britannique et la polémique commence. Tout le monde s'enflamme et cette action fait encore débat aujourd'hui. Et vous savez comment réagit Damon face à tout ça? Avec classe. Well, I pushed him very hard all the way. It was a terrific race, and all I can say is that it's over now, and it's a bit of an empty feeling. But I think I gave him a good run for his money, and he certainly was feeling the pressure because he ended up falling off the road. Well, actually, you couldn't really do any more than that, could you? No, and I saw the opportunity. I thought I've got to go here, but it didn't happen. Il fuit le scandale et se montre fataliste. Il regrette simplement l'issue des choses et est déçu du résultat final. Mais intelligemment, il ne rajoute pas d'huile sur le feu et se tient loin du débat. Ce dernier n'a pas besoin de lui pour avoir lieu et ainsi, Damon s'en sort grandi. Forcément, il sera souvent questionné sur cet accrochage et cette issue houleuse et avouera même plus tard avoir commis une erreur de jugement. Damon n'a pas vu Schumacher taper le mur et s'est trop précipité. Certainement que la Benetton aurait eu des soucis et il aurait gagné à temporiser. Hélas, il s'est jeté dans le trou de souris à droite après avoir pointé son nez à gauche de l'Allemand. Damon s'est précipité. Mais quand on regarde le tableau général, il y a de quoi être fier, et cette fierté aide Damon à accepter la situation. En donnait pas cher de sa peau, déjà face à Prost, puis face à Senna. La mort du Brésilien a affecté tout le monde et particulièrement Williams. Grâce à Damon, cette écurie ne s'est pas effondrée, et il s'est positionné en leader pour jouer le titre mondial. Pas mal pour un pilote ayant connu une ascension très particulière et âgé de 34 ans déjà. Puis tout n'est pas noir, car Williams-Renault remporte le titre constructeur. Rendez-vous en 1995. Si 1994 a nourri beaucoup d'espoir, 1995 sera une année bien plus difficile pour Damon, même si le début de saison est bon. L'Anglais domine les essais hivernaux et prend la pole position du premier Grand Prix au Brésil. Le lendemain, Schumacher réagit et prend les commandes au départ, mais il n'en démord pas. S'il joue la victoire, il doit renoncer sur bris de suspension. Dommage. Cette année-là, Benetton est également équipé du moteur Renault, et les deux écuries anglaises vont être bien seules dans leur ligue, sans oublier Ferrari et plus particulièrement Jean Alesi. En Argentine, Damon se rattrape et se défait brillamment de Schumacher pour triompher. La 10e victoire de sa carrière. En retournant à Imola, l'ambiance est forcément particulière et Damon parvient à s'imposer après un Grand Prix à rebondissement, notamment avec l'accident de Michael Schumacher.
10-0, et pour la première fois de sa carrière, Damon prend la tête du championnat. Et c'est à partir de là que la donne change. En Espagne, les Benetton dominent et Hill ne termine que 4e. À Monaco, Schumacher domine, mais Hill sauve les meubles avec la 2e position. Et au Canada, les favoris chutent. Damon est trahi par sa boîte de vitesse, ce qui lui vaudra un échange virulent avec Patrick Head. Il s'agit de la seule défaite d'un moteur Renault en 1995. En France, Schumacher confirme et porte son avance à 11 points. Damon n'arrive pas à inverser la tendance et le ton commence à monter en arrivant à Silverstone. Victorieux l'an passé, il doit se relancer. En interne, bon, c'est toujours la même histoire, hein. Le board de Williams continue de douter de son pilote. Frank entretient la rumeur de remplacement par un des pilotes Ferrari ou par sa pépite nord-américaine, Jacques Villeneuve. Damon a donc beaucoup de pression et vous savez qui en joue? Schumacher. Michael alimente les tensions par presse interposée et cela touche le flegmatique britannique qui tombe dans le piège. Toute cette agitation et cette fébrilité se matérialisent en piste dans une course où les deux rivaux se chassent sous les gouttes de pluie. Damon doit gagner, mais aux 3/4 de l'épreuve, c'est la Benetton qui mène. Au 46e tour, après bridge, il choisit de plonger à l'intérieur, mais ça finit mal. L'action était trop tardive et les deux pilotes abandonnent. La manœuvre était maladroite et Schumacher ne lui a pas facilité la tâche. We're having a great race. It was going to be an exciting race. I thought I saw an opportunity that I could take advantage of, and I'm afraid that Michael is a harder man to pass than that. And we had an accident, and I would describe it as a racing accident. It was completely unnecessary in my view what Damon has done there. There was no room for him to go there. He came from nowhere, as I got told from my engineers, and I don't see the sense of doing things like this, even in front of your home crowd. You have to keep your nerves and your temperament in a normal way, not to make it dangerous to anyone. And I mean, it's more or less a situation like in Adelaide, where he tried to dive inside where there was no room also. So twice an incident like this where it was absolutely unnecessary. Bilan, les tensions continuent de monter. Le pire dans tout ça, c'est que cela renforce les doutes de Frank Williams. Au Grand Prix suivant, en Allemagne, l'écart passe de 11 à 21 points d'écart. Schumacher l'emporte, tandis que Damon est sorti dans l'entame du 2e tour alors qu'il était en tête. Non, qui tient le coup. Oui. Oh, c'est un queue de Damon, il sort de la route et c'est fini. Après cette nouvelle bourde, le monde tombe sur l'anglais, mais cette malheureuse sortie est due à un souci mécanique. Il le dira à la presse, mais devra attendre qu'Adrian Newey confirme un blocage du différentiel pour enfin être entendu, et qu'on lui lâche un petit peu la grappe. Il faut du mieux rapidement, et Damon reprend de l'air en Hongrie avec une domination totale. Il rappelle au monde que son statut de prétendant au titre n'est pas usurpé. Ce jour-là, le pilote Williams réalise tout simplement son seul et unique grand chelem de sa carrière. Il revient à 11 points de Schumacher qui a abandonné. Voilà qui lui permettrait de rester chez Williams malgré les réticences. Le truc, c'est que Coulthard est en partant chez McLaren et Frank n'envisage pas vraiment de se débarrasser de son pilote numéro 1. La pépite Jacques Villeneuve est annoncée pour 96, mais le fait que Damon lui ait collé 2 secondes en essai privé plaide en la faveur du Britannique. Ce qui est normal, parce que 2 secondes c'est beaucoup. Puis, au cas où, potentiellement qu'il y aurait une place chez Benetton, étant donné que Schumacher s'en va. Bon, finalement, après son récital hongrois, Damon est confirmé chez Williams pour 96. Mais bon, il ne faudrait pas s'aborder sa fin de saison, n'est-ce pas? En Belgique, Damon a une chance inouïe de revenir pleinement dans le match car Schumacher ne part que 15e. Mais ce jour-là, l'Allemand est en feu et réalise une performance remarquable en revenant aux avant-postes et en prenant les commandes à l'anglais au prix d'une manœuvre mémorable. Les deux se rendent coup pour coup, mais Damon s'incline. Après la course, il dénoncera le comportement trop agressif de Schumacher. Nouveau contentieux entre les deux pilotes. Puis vient le Grand Prix d'Italie. Seulement 4e sur la grille, Damon chasse Schumacher pour la 3e place, puis la 2e après l'abandon de son équipier. Nouvelle bataille alors qu'il ne reste que 5 courses après celle-ci pour revenir, et toujours 15 points d'écart entre les deux hommes. Ces derniers remontent sur un retardataire, Taki Inoue, et le japonais crée l'incompréhension. Il est perturbé et manque son freinage à la variante della Roggia. Il harponne Schumacher et les deux terminent dans le bac à sable. Nouvelle boulette du Britannique. L'Allemand est furieux et s'en va voir son adversaire encore dans son cockpit. 2 grands prix plus tard, au Nürburgring, alors au pied du mur, Damon manque de nouveau d'accrocher son rival. Mais dans cette course, il partira au tas tout seul en fin d'épreuve en sortant trop large.
Une nouvelle gaffe qui anéantit ses dernières chances de titre et donne quelques regrets à Frank Williams et Patrick Head. Ce jour-là, Schumacher s'impose brillamment et dans le tour d'honneur, Damon fait un geste classe. Il s'avance vers la piste et applaudit son rival. Touché, Michael veut s'arrêter, mais son embrayage abîmé l'en empêche. Dommage, mais on remarque que la sportivité de l'anglais est intacte. Troisième à Aida et parti à la faute au Japon, Damon se ridiculise une nouvelle fois, mais achève sa saison sur une bonne note. Pole position et victoire Adélaïde avec 2 tours d'avance sur son dauphin Olivier Panis. Au moins, il y a de quoi sourire après une année très difficile. Et même s'il sera toujours chez Williams en 96, on se demande s'il sera capable de lutter pour le championnat. Surtout qu'en interne, Damon est désavoué. La saison 1996 s'annonce plus simple pour l'anglais. Après 2 titres de vice-champion et malgré une saison 95 décevante sur bien des points, il semble être le favori pour succéder à Schumacher parti chez Ferrari. En effet, les Rouges ne seront pas en mesure de tenir les Williams, mais il reste l'énigme Benetton. Désormais avec Gerhard Berger et Jean Alesi, l'écurie d'Enston pourrait jouer les troubles fêtes. Et qu'en est-il de Villeneuve? La star américaine débarque en Formule 1 et Williams aligne donc 2 fils de légende. Étonnant line-up et dès les premiers tours de roue, Jacques met la pression à Damon en prenant la pole position. Le lendemain, le Québécois tient la dragée haute à son équipier mais un ennui mécanique le ralentira. Et Damon reprend les commandes pour s'imposer une 2e fois en 2 Grands Prix en Australie. Très vite, dans cette saison 96, la FW18 s'affirme comme la meilleure machine. Adrian Newey a fait évoluer cette dernière et les ajustements de cockpit que demandait Damon ont été faits. Notamment au niveau des pieds, parce qu'il faut tout de même savoir que l'anglais chose du 46. C'est pas l'idéal quand tu veux rentrer dans une Formule 1. Si en Australie, Villeneuve s'est montré coriace, Damon reprend clairement le dessus à Interlagos, circuit où il a déjà ses repères. Une démonstration avec un hat-trick qui prouve que la pause hivernale lui a fait du bien. Pas de gaffe, mais de l'assurance. Damon assume son statut de favori. Rebelote en Argentine avec la pole position, la victoire et tous les tours menés. Il ne lui manque que le meilleur tour en course pour avoir un grand chelem. Nouvelle démonstration qui témoigne de sa solidité, et au championnat, le fils de Graham compte déjà 28 points d'avance sur le fils de Gilles. Mais au Nürburgring, la F1 lui rappelle qu'il ne faut pas s'enflammer. Départ manqué, souci de vibration durant l'épreuve, et une maigre 5e place à l'arrivée, quand Villeneuve résiste à Schumacher pour prendre sa première victoire en carrière. Mais bon, Damon s'impose à Imola et arrive à Monaco avec la ferme intention d'inscrire son prénom au panthéon de cette course. Au moins qu'entre son père et lui, ils arrivent à égaler Ayrton Senna. Et en soi, ça part très bien malgré les conditions dantesques qui piègent, pour ainsi dire, quasiment tous les pilotes. Damon mène la course devant Alesi, mais au 41e tour, son moteur rend l'âme. C'est terminé pour Hill qui renonce. Même chose à Barcelone dans des conditions guère plus praticables qui piègent l'anglais. Et finalement, ce n'est peut-être pas gagné ce championnat. Bon, il rebondit au Canada et en France et conserve un bel avantage au classement. Un avantage qui lui permet de mieux encaisser son abandon à domicile suite à un roulement de roue ayant provoqué sa sortie de route. De toute façon, ce week-end-là, Jacques lui était supérieur et le Canadien maintient ses espoirs de titre. Par la suite, les 2 pilotes Williams se grappillent mutuellement des points. Damon s'impose à Hockenheim et Villeneuve à Budapest. Schumacher coiffe tout le monde au poteau à Spa, mais le Canadien reprend du terrain et en Italie, Williams s'effondre. Un début de course mouvementé qui relègue Villeneuve en fond de grille, tandis que Damon part en tête à queue. Plus que 2 Grands Prix, et il a l'opportunité de devenir champion du monde à Estoril, mais c'est son équipier qui s'impose brillamment. 9 points d'écart entre les 2 hommes au moment d'arriver à Suzuka pour la dernière manche du championnat. Bien sûr, avec une telle avance, les probabilités d'échec sont assez minces, mais elles existent. Villeneuve doit gagner, il n'a pas le choix. Et si le Québécois gagne, Damon doit au pire être 6e. Ça, avec une Williams, ça va. Les 2 pilotes tentent d'apparaître détendus et en soi, il est vrai que Villeneuve n'a rien à perdre. Lui qui vit sa première saison a déjà réussi son entrée. Pour Damon, il laisse venir les choses et il sait qu'il doit juste faire son travail pour décrocher le Graal. Il ne vise pas la victoire, mais le titre. Villeneuve prend la pole position et Damon la 2e place, mais dès le départ, les choses tournent à l'avantage de Hill. Jacques manque son envol et tombe en 6e position. Champ libre pour le Britannique qui contrôle la course sereinement pendant que son équipier remonte péniblement. Puis au 37e tour, donc premier virage, le Québécois perd sa roue arrière droite et échoue dans le bac. Aussitôt, Damon Hill devient champion du monde. Débarrassé de toute pression, il ne lui reste plus qu'à finir en beauté. Il tient Schumacher derrière durant les tours qu'il sépare du drapeau à damier. Dans le dernier tour, sa femme, Georgie, monte sur le muret des stands tandis que dans la cabine des commentateurs de la BBC, son ami, Murray Walker, fond en larmes. C'est fait,
Damon Hill remporte la 21e victoire de sa carrière et le titre de champion du monde. Les mots sont durs à trouver pour parler d'un tel accomplissement, car l'ascension et la trajectoire de Damon est bien singulière. Accompagné sur le podium par Michael Schumacher et Mika Hakkinen, nul doute que Damon pense à son père. Il devient le premier fils de champion du monde couronné. Un succès mérité que son grand rival Schumacher ne manquera pas de souligner. Toujours sous-estimé, cette victoire est méritée pour Damon. Sa 21e victoire en carrière, 8 en 1996. Ça ne vient pas de nulle part. Non, il n'a peut-être pas le charisme de son icône de père, mais qu'importe, il a le talent, il a dû le prouver. Puis, pas facile de se relever après une saison aussi difficile qu'était 95. Après 6 saisons en commun, Frank Williams et Patrick Head félicitent chaleureusement leur pilote avant de lui souhaiter bonne chance dans sa future équipe. Car oui, Damon Hill et Williams, c'est fini. Durant la saison 1996, Damon Hill a fait la même erreur que Nigel Mansell 4 ans plus tôt. Remise en question au sein de Williams depuis 1994, les doutes de Frank se sont renforcés durant la saison 95, au point que l'Anglais ait brûlé tout son crédit. Damon a cru naïvement que sa campagne à succès en 96 redorerait son blason. En route pour le titre, il estimait que son salaire méritait une revalorisation, chose qui a fait grincer les dents de Frank Williams. Le fils de Graham apprend à ses dépens qu'il ne faut pas trop négocier avec Frank Williams. En fait, un autre pilote fait de l'œil au boss de Didcot, il s'agit d'Heinz-Harald Frentzen. Voilà depuis 1994 que l'Allemand est dans le collimateur de Frank et ce dernier signe un contrat aux côtés de Jacques Villeneuve pour 1997. Voyant le Québécois rivaliser avec l'expérimenté anglais et voyant Schumacher et Ferrari monter en puissance, Williams a senti que Damon ne serait pas à la hauteur. Malgré ses nombreux soutiens en interne, notamment celui d'Adrian Newey, il doit regarder ailleurs et les possibilités qui s'offrent à lui ne sont guère flatteuses. Le marché des transferts est déjà bien avancé et Damon n'attire pas plus que ça. Tout le monde connaît son talent et son côté travailleur, mais il n'est pas transcendant comme certains. Cela dit, Briatore aurait bien aimé s'acquitter des services de l'anglais, mais le montant pour casser le contrat de Jean Alesi est astronomique. McLaren? Non, Dennis préfère conserver la paire Hakkinen-Coulthard. Stewart? Oui, Jackie va lancer sa propre équipe avec son fils et le soutien de Ford en 97. Pourquoi pas après tout? Et il faut dire que le clin d'œil historique serait très touchant. Graham était un grand ami du triple champion du monde écossais. Jackie et Damon sont partants, mais Ford ne veut pas. Ils veulent pas du britannique, ils préfèrent miser sur la jeunesse. Alors, ils regardent du côté de Jordan et Arrows. Sur le papier, l'écurie irlandaise est sportivement plus intéressante, mais Tom Walkinshaw, nouveau propriétaire d'Arrows avec sa structure TWR, anciennement victorieuse en endurance avec Jaguar et à ce moment-là avec Porsche, a des arguments. L'Écossais affirme qu'Arrows deviendra un top team avec du budget et un partenariat moteur exclusif avec Yamaha. Alors, c'est beau, mais Arrows part de loin, avec notamment une saison 96 difficile, seulement récompensée d'1 point marqué par Jos Verstappen. Mais la perte des moteurs Peugeot chez Jordan et les promesses de Tom Walkinshaw finissent par convaincre Damon Hill, qui signe donc chez Arrows, mettant fin à un feuilleton plutôt gênant. Parce que bon, t'es champion du monde et personne veut de toi. Enfin, personne intéressant. Et donc, un pilote tout fraîchement sacré champion du monde débarque dans une écurie de fond de grille. Ça n'arrive pas si souvent. Après Piquet, Mansell et Prost, il devient le 4e champion du monde Williams à quitter l'équipe après son titre, et c'est ainsi que l'Arrows se retrouve estampillé du numéro 1. Nouveauté également pour Damon Hill, les pneus Bridgestone qui débarquent avec l'écurie anglaise. Durant l'hiver, il effectue des tests pour comprendre ses nouvelles gommes, mais son Arrows est amené à changer à cause d'une mauvaise implantation du moteur Yamaha. Bilan, l'A18 est difficile à piloter et n'est pas du tout performante. Les 2 victoires promises par Walkinshaw semblent inatteignables et l'Australie le confirme. Qualifié 20e, Damon Hill ne peut même pas prendre le départ suite à un ennui d'accélérateur. Damon Hill, déjà en difficulté, Damon Hill qui s'est qualifié in extremis, le champion du monde, et qui s'arrête dans le tour de formation. Il ne prendra même pas le départ de ce premier Grand Prix de la saison 1997. Incroyable, pauvre Damon Hill, le numéro 1, champion du monde l'an dernier chez Williams-Renault, qui s'est qualifié d'extrême justesse hier avec cet Arrows à moteur Yamaha, et qui tombe en panne avant même le départ du premier Grand Prix. Au Brésil, il rappelle au monde qu'il est encore sur la grille avec une belle 9e place en qualif. Mais le dimanche est bien difficile. Harponné par Irvine au départ, il renonce sur casse-moteur. La suite immédiate n'est guère plus flatteuse. Ça ne fonctionne pas. Casse-moteur en Argentine, accrochage à Saint-Marin et Monaco, puis nouvelle casse-moteur en Espagne. Elle est loin, l'époque Williams. Alors, des tensions apparaissent entre Hill et son équipe et le champion du monde en titre se met à regarder ailleurs. Il reprend contact avec Eddie Jordan, en passe de nouer un partenariat avec Mugen Honda.
Voilà qui intéresse l'anglais, mais il ouvre les discussions également avec McLaren, Sauber et Prost. Miracle, au Canada, il voit pour la première fois de la saison le drapeau à damier, mais pas de quoi lui redonner foi en haut rose, et ce malgré l'arrivée de John Barnard au département technique. Mais certaines déformations médiatiques entachent l'image du champion du monde britannique, qui ne cache pas que l'argent est important dans les contrats actuels et futurs. Du coup, ils ont résumé ça en disant que Hill ne courait plus que pour l'argent. Mais non, c'est bien plus subtil que ça. La peur d'un accident mortel le hante et il ne veut pas que sa famille, dont il est le père de 4 enfants, se retrouve dans la même situation que lui 20 ans plus tôt. Crainte légitime, et il balaye les doutes sur sa motivation en Hongrie, seul rayon de soleil de sa saison 97. Sur ce tourniquet, les faiblesses de son moteur Yamaha sont atténuées et les gommes Bridgestone se comportent à merveille. Damon prend la 3e place en qualification et se retrouve en tête du Grand Prix. Jamais Arrows n'est parvenu à s'imposer en F1 et Damon s'en rapproche au fil des tours. L'Anglais mène par plus de 30 secondes sur Villeneuve, mais au moment où on commence à vraiment y croire, Damon perd 5 secondes au tour. Dans l'antépénultième boucle du Grand Prix, la Rose numéro 1 se bloque sur le 3e rapport suite à un souci hydraulique. Dans le dernier tour, Jacques Villeneuve est dans l'aileron de son ancien équipier et le dépossède de la première place. Pas de miracle. Enfin, pas de victoire miraculeuse, car en soi, terminer 2e avec une telle voiture est un exploit. Mais un exploit au goût amer face à la grandeur d'une victoire. Mais Damon, comme toujours, préfère voir le côté positif. Ce résultat pourrait remettre en question son envie d'ailleurs, mais dès le Grand Prix suivant, Arrows rentre dans le rang. Damon n'inscrit même pas un point lors des 6 dernières courses. Non, il faut partir, mais une piste disparaît. Celle de McLaren après que Dennis lui proposait un contrat indigne d'un champion du monde. Sauber aurait pu être une option intéressante, mais l'écurie suisse ne sera pas en mesure de jouer devant avant quelques années. Et à l'âge de 37 ans, il n'a pas trop le temps d'attendre. Prost ? Eh bien, il faut dire que la piste française était fort intéressante. Damon a bien failli piloter pour celui qui fut son équipier en 93, mais Alain n'avait pas les finances pour satisfaire les prétentions salariales de l'anglais. C'est donc chez Jordan que Damon trouve refuge pour le dernier chapitre de sa carrière en Formule 1. En arrivant chez Jordan, Damon Hill est plus tranquille que chez Arrows. Dans cette nouvelle réglementation, le tandem châssis-moteur dédié est correct. La 198 doit progresser, mais le Mugen Honda est satisfaisant. À ses côtés, Damon fait équipe avec le frère de son vieux rival, Ralf Schumacher. L'entente sera froide entre les deux, l'Allemand évitant de nouer tout lien avec ses coéquipiers. L'objectif de Damon est simple, remporter un Grand Prix pour sa nouvelle équipe avant de prendre sa retraite fin 99. La saison 98 démarre de manière décente avec une 8e place en Australie. De nouveau dans le top 10 au Brésil, Damon est disqualifié pour poids non conforme avant de retrouver la 8e position en Argentine. Mais au fil des courses et des abandons, on s'impatiente un petit peu. Jordan est aux portes des points, mais Damon n'arrive pas à scorer. La voiture en manque un peu, mais au Canada, il se retrouve à jouer gros et se bat même pour la 2e place face à Schumacher. Et les deux se brouillent une nouvelle fois. Damon ne fait aucun cadeau à son vieux rival, qui le descendra après la course. Malheureusement, toujours pas de points pour le pilote Jordan qui est victime d'un ennui hydraulique. Son compteur se débloque enfin en Allemagne avec une magnifique 4e place. Les évolutions de Jordan fonctionnent et arrivent à point nommé pour Hill qui commençait à souffrir face à Ralf en termes de performance pure. Sans oublier les tensions naissantes entre le pilote et son patron qui attendait désespérément un sursaut d'orgueil de l'anglais. En Hongrie, une nouvelle fois, Damon réalise une belle course avec la 4e place le samedi et le dimanche. Puis vient le Grand Prix de Belgique. Qualifié 3e, la course est chaotique dès le départ avec un carambolage dont le champion 96 passe au travers. Au 2e départ, Damon prend les commandes de la course tandis que Häkkinen abandonne. Son coéquipier Coulthard vivra également un cauchemar et Damon n'a que Schumacher comme adversaire. Mais l'Allemand est bien plus rapide et prend la première place à la Jordan au 8e tour et se dirige vers une nouvelle victoire. Hill s'accroche à la 2e position devant son équipier. Mais au 26e tour, le pilote Ferrari s'accidente avec David Coulthard et abandonne, laissant donc les deux Jordan en tête du Grand Prix. Ralf est plus rapide que Damon, mais c'est un jeu risqué et Jordan pourrait tout perdre. Ralph, you cannot overtake Damon. Okay, that is team order. You cannot overtake Damon. Get that, Ralph? Did you hear me? Ralph, acknowledge.
Mais hors de question de crier victoire trop vite pour l'anglais. La Hongrie 97 est encore dans les mémoires. Mais cette fois-ci, ça tient. Et Damon réussit son pari de s'imposer avec Jordan. Sa 22e et dernière victoire en Grand Prix. La première pour son employeur qui bondit dans tous les sens. C'est historique. À l'image de sa victoire au Japon 94, également sous la pluie, Damon fait taire les critiques. Le dernier coup d'éclat du vétéran. Sa saison 98 se termine de manière plus discrète avec 1 point à Monza et une nouvelle 4e place à Suzuka acquise au prix d'un dépassement sur Frentzen dans le dernier virage de la course. Certes, Damon n'a plus sa hargne d'autrefois, mais réalise toujours des performances honorables. En revanche, 1999 va être moins flatteur. Rejoint par Heinz-Harald Frentzen, il sera bien loin du niveau de performance de son équipier. Sa dernière saison dans l'élite s'apparente plus à une tournée d'adieu avec quelques bons résultats par-ci par-là, comme une 4e place à Imola ou une 5e chez lui à Silverstone. Cette fois-ci, la démotivation du champion du monde 96 est évidente, lassé et désirant se concentrer sur sa vie de famille à presque 40 ans. À la base, il souhaitait que Silverstone soit son dernier Grand Prix, mais Eddie s'est opposé et l'a obligé à terminer la saison. De plus, il ne comprend pas ses nouvelles monoplaces et surtout ses pneus rainurés. Contraint de faire de la figuration sur la 2e partie de saison, il entre 2 dernières fois dans les points avec une 6e place en Hongrie et en Belgique. Sa fin de championnat s'apparente à un calvaire et il ne voit plus l'arrivée lors des 3 dernières courses. Au Japon, pour son 115e et dernier départ, Damon sort de la piste au virage de Spoon et abandonne de lui-même quelques boucles plus tard. À l'image de son père, sa carrière s'arrête dans l'anonymat du fond de grille. Il quitte ainsi la F1 sur la pointe des pieds. Voilà quelque temps que sa motivation était vacillante et en 99, cette dernière était partie. Damon ne pouvait plus ignorer la peur de l'accident et en avait assez du pilotage. C'est ainsi qu'il prend sa retraite. Après son dernier Grand Prix, Damon Hill a comme une sorte de dégoût envers la Formule 1 et va s'en désintéresser totalement. Au début des années 2000, le champion du monde 96 se montre très discret. Investissant dans quelques concessions, il reprend du service au sein de la BRDC, le British Racing Drivers Club, puis plus tard, dans la deuxième moitié des années 2000, il en prend carrément la tête, succédant à Jackie Stewart. Cet organisme est, entre autres, propriétaire du circuit de Silverstone, et Damon sera un acteur majeur du maintien de ce circuit au calendrier, ainsi que de son renouveau à l'aube des années 2010. Il cède sa place en 2011 après avoir sauvé l'événement. Et si le MotoGP est passé de Donington à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, Damon Hill n'y est pas non plus étranger. Au milieu des années 2000, Damon s'est réconcilié avec le pilotage. Il prendra même le volant d'une GP2 avant de se tester en Formula Master, une catégorie réservée aux anciens pilotes de Grand Prix. Mais plus d'engagement en compétition pour le fils de Graham. Barbe et cheveux blancs, cet ancien de la course fera cependant des apparitions régulières comme à Goodwood ou dans d'autres tests plus exceptionnels. Depuis 2012, Damon Hill est consultant pour Sky Sports F1 et il n'est pas rare de le voir dans les paddocks. Par son patronyme évoquant 2 générations de pilotes, certaines sorties du fils de Graham valent le coup d'œil, comme le jour où il a testé la BRM de 62 avec laquelle son père a décroché sa première couronne mondiale. Ou encore, quand il y a un petit peu plus de 2 ans, Damon Hill a pour la première fois piloté une Ferrari, celle de 1961. Vous trouverez ceci facilement sur YouTube. Damon Hill, c'est l'histoire d'un gars qui n'aurait pas dû être là. C'est l'histoire d'un homme ayant tout perdu après le décès de son père, alors star de la discipline. D'une vie facile, il est reparti de zéro avec quasiment les mêmes chances qu'un monsieur tout le monde. Passionné de moto, passé sur 4 roues, il doit son ascension à sa patience, sa hargne et une série d'opportunités in extremis. D'essayeur de Williams, il est devenu en 2 ans le leader de la meilleure écurie de Formule 1. Un rôle dont il n'était pas destiné, mais qu'il a réussi à assumer par son talent et son travail. D'oublier des catégories juniors à champion du monde de Formule 1. Premier rival de Schumacher dont il répondait de l'agressivité et des jeux psychologiques par de la simplicité et de la sportivité. Certes, il n'était pas le plus grand pilote de la Formule 1 et à quelques reprises, il a laissé entrevoir ses limites. Mais il était un pilote rapide dont il était dangereux de sous-estimer. 22 victoires en Grand Prix, 20 pole positions, 42 podiums et 1 titre de champion du monde, ce ne sont pas des stats de pilote déméritant. Et c'est pourquoi il a rejoint son père au panthéon du sport.
On arrive au bout de cette vidéo sur Damon Hill, cette longue vidéo sur Damon Hill, un petit peu comme Renault ou Nigel Mansell. Hein, c'était ouais, c'est un gros doc, il y avait pas mal de choses à dire sur ce champion du monde, sur ce pilote. Ouais, bien ce côté. Alors, personne ne prétend qu'il... Ouais, c'est ça, personne ne prétend que c'était le plus grand de tous les temps. Hein, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais attention, c'était quand même un pilote redoutable et dangereux de sous-estimer. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. De ce côté-là de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Je vous mets également le lien en description de la chaîne de Formule Blabla de Mick qui a prêté sa voix à Damon Hill pour une réplique. Merci à toi Mick, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à Mick, pourquoi? J'attends de vous des bonnes raisons. Voilà, soyez curieux, mais surtout n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À la prochaine. Ah, Damon Hill, j'ai kiffé de travailler sur Damon Hill. L'écriture, ça a été un régal. Et des fois, sur certaines vidéos, je passe un pied monstrueux du début à la fin. Il y en a, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que tu galères comme un con. Là, ça va. Ça va, c'était assez fluide. Après, oui, il faut que un champion du monde, tu as quand même pas mal de documentation. Donc ça aide. Mais franchement, sa carrière, j'ai trouvé sa vie ultra intéressante. Et d'ailleurs, dans la FAQ, j'avais dit que dans la question de citer des pilotes dont la carrière est plus intéressante qu'elle n'y paraît, j'ai dit Damon Hill. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi. Bref. Des bisous.